Bonjour Gilbert, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui, très bonne, très bonne, très bonne, oui, comme tout le monde, emmerdé par toutes les contraintes imposées par la Covid ou le Covid. Moi, je n'arrive pas à me faire à la règle grammaticale du féminin. Comme tout le monde, quoi. Voilà. Bon, mais il faut garder bonne humeur. Oui, alors il y en a pour qui ça s'est mieux passé cette semaine. Je pense à Génération Identitaire. Alors, est-ce que vous avez vu ce feuilleton à rebondissement judiciaire? Oui, alors ça c'est incroyable parce que alors Génération Identitaire, il faut quand même rappeler les faits. Oui, alors si vous voulez, je les rappelle parce que j'ai lu ça et je connais par cœur. Au printemps 2018, au col de l'Échelle, une centaine de militants venus de toute l'Europe avaient sillonné les routes empruntées par les clandestins. Après, ils ont déployé une chaîne humaine qui a été très médiatisée pour rétablir symboliquement la frontière avec l'Italie. Et, circonstance aggravante, ils étaient vêtus d'une doudoune bleue. Outrage. Le gang des doudounes bleues sur les Alpes. Évidemment, comme Génération Identitaire est classée, clouée à extrême droite, tout de suite la bien-pensance droit de l'homiste et judiciaire s'est émue. Alors on peut ne pas partager les points de vue de Génération Identitaire. Du reste, ce que je vais vous dire, s'il était possible que la France insoumise fût concernée dans des faits non pas de nature identique parce que c'est inconcevable, mais juridiquement présentable de la même manière, j'aurais le même point de vue. C'est pas un point de vue politique, c'est un point de vue juridique. Alors, dans un premier temps, le procureur de la République considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Classé sans suite. Voilà, il classe sans suite, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. Pour moi, il n'y a pas d'infraction. Et puis, et c'est là où c'est intéressant, parce que ça en dit long quand même sur les pressions qui peuvent s'exercer sur la décision judiciaire, du classement sans suite, on arrive à l'ouverture de poursuites. Bon. Quel tremblement de terre cérébrale puis-je passer dans la tête du procureur, et voilà, Génération Identitaire poursuivie pour usurpation de fonction à cause de quoi? De la des doudounes. Faire attention à ce qu'on met. Hein. Voilà. Et les gars de Génération Identitaire sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Gap. Avec des sanctions très Et là, attendez, ne dévorez pas le suspense. Oh. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tomber sur un tribunal présidé par une magistrate dont la presse sur laquelle la presse nous a renseigné, donc je voudrais pas en rajouter pour ne pas être emmerdé. Reportez-vous aux articles qui ont été écrits. Et ils vont être condamnés à quoi? Eh ben, je vais vous le dire. Ah bon, ben moi je le sais, mais vous pouvez le dire toujours. Donc en août 2019, Clément Gandelin, Romain peu importe, c'est pas la peine de donner les noms, voilà. Ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Alors, vous entendez bien, 6 mois. Devant les premiers juges, à Gap, le Gap-Apan, de la prison ferme. Ferme. 2 000 € d'amende. 2 000 € d'amende. Et 5 ans de privation de droits à la fois civils, civiques et familiaux. 5 ans. Et là-dessus, cerise sur le gâteau, juridictionnel, 75 000 € d'amende pour Génération Identitaire. Bon, ça c'est la décision de première instance. Bien évidemment, il y a eu un appel. Et là, les membres de Génération Identitaire, qui ont dû quand même passer des moments angoissants, parce que c'est jamais très agréable de savoir qu'on a une peine de prison ferme sur le dos, des amendes importantes et des dommages d'intérêt considérables, se retrouvent devant des magistrats qui jugent en droit et qui ne sont pas... Du reste, la présidente, je crois, c'est une présidente, il me semble, la présidente a bien dit qu'il n'était pas question de parler politique.
Parce que dès l'instant où on parle de politique dans la justice, on détruit la justice, quoi. Bon. Et là, en cour d'appel, les magistrats de la cour d'appel, après avoir vu le dossier, après avoir constaté qu'aucun des migrants auditionnés n'avait indiqué avoir confondu ces individus avec les forces de l'ordre, ont considéré qu'il n'y avait pas d'infraction, il n'y avait pas de délit, et ils ont prononcé une décision de relax. Alors, étrange justice qu'une distance borne entre Gap et Grenoble. Il n'y a pas que des kilomètres. Il n'y a pas que des kilomètres. Bon, donc on devrait quand même, je crois, se poser des questions, parce que ça fait peur, quoi. Quand les juges de première instance auraient condamné les membres de Génération Identitaire à une peine raisonnable, on aurait pu discuter, je veux dire, la sanction, mais ils ont quand même le droit, les premiers juges, de prononcer la décision qu'ils veulent. Mais c'est l'énormité, la disproportionnalité qui choque. Oui, donc on peut presque parler de persécution judiciaire. On ne sait plus quel mot employer, vous comprenez. Bon, quand on voit qu'en première instance, on a une décision délirante, que du reste les juges d'appel réforment, à coup de pompe en quelque sorte. Bon, on est bien obligé de se dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qui ne va pas. Et ce que je voudrais retenir, c'est que le devoir de justice, il est sacré. Sacré. Si les juges ne font plus du droit, mais de la politique, s'ils laissent entrer l'opinion dans la décision, qu'est-ce qui nous reste ? Quel recours nous avons ? Il faut quand même se rendre compte que, au fondement de toutes les sociétés, toute la littérature grecque d'origine est appuyée là-dessus. Il y a la justice. Or, dès l'instant où l'on a une perversion politique de la justice, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Et je crois que cette affaire, qui pourrait concerner n'importe qui, je veux dire, je dirais la même chose si la France insoumise était concernée. La même chose. Si on perd la foi, la confiance dans la justice, il n'y a plus que le point fermé. Bon, en tout cas, la dissolution du mouvement revient régulièrement sur le tapis. Oui, enfin, écoutez, à voir la vitesse avec laquelle ils arrivent à dissoudre les associations islamiques à visée occulte ou visible terroriste, ils ont du temps encore à survivre. Et puis, au passage quand même, un petit bonjour à M. Hédou, ou Héroux, je sais plus, c'est Héroux, c'est ça. Héroux, le héros des migrants. Lui, on l'emmerde pas, on le condamne pas, on l'invite à Cannes. Bon, tout ça, c'est quand même très perturbant, quoi. Voilà. C'est perturbant, et on a l'impression que il y a quand même pas mal de manipulations en coulisses, pour un cinéma qui est plutôt lamentable. Alors, Gilbert, Covid, il l'a attrapé? Oui, enfin, il n'y a pas de quoi s'en amuser, on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement, comme on dit, et surtout de ne pas avoir trop de séquelles. Mais bon, ça nous démontre que, comme le disait le poète Malherbe, la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point nos rois, ni de la Covid, ni de la mort, ni d'aucune maladie. On est soumis tous de ce point de vue-là au même risque. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette contamination présidentielle? D'abord, que tout un chacun peut attraper la Covid. Moi, j'ai un de mes amis qui est médecin légiste, qui est hélas tristement bien placé, qui me disait, tu sais, cette saloperie-là, elle frappe où elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Bon, alors on joue un peu à la roulette virale. Cela étant, est-ce que cette contamination peut avoir un impact sur l'image de Macron? Non, c'est pas la contamination qui peut avoir un impact sur l'image de Macron. Il est contaminé comme d'autres chefs d'État ont été contaminés, c'est la condition humaine. Ce qui peut avoir un impact, c'est le fait qu'il a été contaminé dans une situation d'infraction aux règles qu'il a lui-même édictées pour le commun des contaminables.
Mardi midi, Emmanuel Macron y déjeune avec les présidents de groupe de l'Assemblée nationale. Plus de 12 convives sont autour de la table. Mercredi soir, le chef de l'État est entouré cette fois d'une dizaine de membres de la majorité et de conseillers pour un dîner politique. Un dîner quelques heures seulement avant qu'il soit testé positif au Covid-19. Alors, autant, il faut être raisonnable, autant on aurait pu comprendre cette infraction aux règles que le gouvernement impose à chacun d'entre nous si il s'était agi d'un rendez-vous d'État, d'un rendez-vous commandé par les nécessités de la notion de fonctionnement de l'État. Mais là, quand on voit les personnes présentes, c'est un dîner de potes politiques. Alors, je veux dire que c'est quand même tout à fait désagréable d'apprendre que ce qu'on impose au kidam, en lui foutant une amende s'il ne le respecte pas. On ne le respecte pas quand on est président de la République. Je veux dire que là, on se demande, franchement, pour qui est le dîner de con ? À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. C'est bien pour ça que Olivier Véran s'évertue à nous dire que le président a été contaminé lors d'un sommet européen. Oui, ça fait mieux. Hein. Voilà. Alors, je veux dire que Olivier Véran, le Sherlock du virus, lui, il sait où une contamination peut intervenir. C'est pas un œil qu'il a, c'est un microscope électronique. Bon. S'il pouvait arrêter de nous prendre pour des bacilles, ça nous ferait plaisir. Voilà. Et peut-être que Macron, par contre, va être obligé de présenter ce fameux passeport vert. Donc ça, c'est une idée qui a été avancée. D'abord, le vert, c'est une belle couleur. Hein. Espérance. Espérance. Et puis, il y a beaucoup dans le monde, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui aiment le vert. Bon, alors, à la tribune de l'Assemblée, cette députée a proposé qu'on délivre à tous ceux qui auront été vaccinés un passeport vert. C'est une manière ignoble d'imposer le vaccin. Surtout quand on a dans l'oreille ce que le monsieur vaccin, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, Fischer, voilà, du gouvernement, nous a dit. On n'est pas sûr de la durée d'effet du vaccin, on n'a pas le recul, on n'a pas testé suffisamment sur les personnes âgées, qui, entre parenthèses, vont servir de cobayes. Il faut le dire. Bon. Néanmoins, vous indiquez une notion de prudence. Je crois qu'il faudra conserver tout au long de l'élaboration que vous ferez de la politique concernant la stratégie de vaccination. C'est premièrement, pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience, en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Évidemment, il y aura les dossiers qui seront adressés aux autorités réglementaires, qui sont forcément très complets, ou qui ont déjà été adressés probablement, mais dont nous n'avons pas connaissance. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois, donc c'est encore bref, même si c'est très significatif. Troisièmement, les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Et enfin, dernier point qui est critique, mais dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, et espérons-le contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Et il faudra plusieurs mois probablement pour avoir ce dernier type d'information qui aussi forcément aura un impact sur les politiques de vaccination. Et puis, on n'a pas eu accès non plus aux contrats. L'Union européenne n'a pas permis la lisibilité de ces contrats. Et puis, il y a une clause d'irresponsabilité. Oui, une clause d'irresponsabilité pour les laboratoires. Bon, quand on voit ce que certains médicaments ont fait... paralysie faciale, quelque Non, part. et puis non, mais dans l'histoire des médicaments, quand on voit tous les procès qui ont eu lieu récemment concernant des médicaments, bon, qui avaient eu l'autorisation de mise en vente, etc., bon... on peut être légitimement inquiet et qu'on rétablisse vous rendez compte dans quelle société de la surveillance on entre là, un passeport. Oui, mais c'est très discriminatoire. Comme les bagnards autrefois, qui avaient un passeport, comme Jean Valjean, là, on allait de ville en ville en montrant son passeport. Bon, non mais... Oui, non, très, très discriminatoire parce qu'on ne pourra pas aller au cinéma, au théâtre. Non, puis on a le droit on n'est pas certain de l'effet du vaccin. Bon, alors, à partir du moment où on en sera certain, il n'y a pas de doute.
Si on est certain que le vaccin marche, faut vraiment être fêlé pour ne pas se vacciner. Mais tant qu'on n'a pas de certitude, tant qu'on n'a pas de recul, on a le droit quand même de vouloir être prudent. C'est vrai que c'est allé très vite. Il y a eu beaucoup de votes cette semaine au niveau de l'Union européenne et notamment sur l'immigration, avec cette procédure pour déterminer l'âge réel des migrants prétendus mineurs. Oui, alors vous êtes le seul à avoir voté cette procédure. Le groupe, oui. Alors, faut-il chercher par les tests osseux à savoir si on a affaire à des escrocs à la minorité ou pas? Eh bien, l'Union européenne ne veut pas. Elle ne veut pas. Pourquoi? Allez comprendre. Je rappelle quand même que lors de la sinistre attaque dite au hachoir des locaux voisins de Charlie Hebdo, on avait affaire à un individu qui prétendait avoir 18 ans alors qu'il avait 25 ans. Et il y a eu lors de cette attaque 2 blessés, dont on a du reste plus entendu parler depuis. Hein. Ça voilà, c'est encore, ça fait partie encore des choses absolument effarantes. On n'a aucune information sur ce que ces 2 blessés sont devenus. Bon, donc encore une fois, mais pourquoi ne pas vouloir, dans le respect, qu'on vérifie si on a réellement affaire à des mineurs ou pas? On a l'impression que tout ce qui pourrait empêcher la fraude dérange. Oui, en plus vous dites l'Union européenne ne veut pas. Moi je lis surtout que La République en marche, les Républicains, les Verts, LFI ont voté massivement contre. Oui. C'est quand même des partis. Enfin, Christian Jacob, le président des Républicains, nous alertait il y a très peu de temps sur le fait qu'aujourd'hui on avait 4 fois plus de mineurs isolés et pourtant ils votent contre. Mais oui, vous avez raison de rappeler la position de vote de tous ces responsables politiques, parce qu'elle démontre qu'ils ont 2 discours. 2 discours. Le discours facile, volatile, qu'on tient devant les caméras, et puis le discours qui s'inscrit dans un vote, où là, on adopte une attitude absolument différente. Et il faut que les gens le sachent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à des prestidigitateurs de mots. C'est incroyable. Quand ils sont confrontés à un auditoire, oui, il faut vérifier l'âge des migrants, des demandeurs d'asile, des mineurs isolés, etc. Et puis quand il faut voter, non. Surtout pas de contrôle. C'est vraiment Tartuffe est dans l'urne. Oui, mais là, vous parlez de problèmes sécuritaires, ça c'est une réalité, mais et l'impact financier? Alors il y a l'impact financier, il y a le problème sécuritaire, il y a le choc identitaire aussi, le choc de culture, mais tout ça c'est évoqué, c'est dit maintenant. Hein. Autrefois, quand on le disait, on se faisait insulter, mais aujourd'hui, il y a une espèce de consensus sur le fait qu'il faut absolument maîtriser l'immigration, c'est vital. En attendant, aucune loi votée. Aucune loi votée, et je ne vois pas en quoi... Alors moi, je suis très attaché au respect d'autrui, comme disait Saint-Ex. Hein. Il y a une très belle lettre de Saint-Ex où il demande qu'on respecte l'autre. Moi, je crois que c'est fondamental. Mais je ne vois pas en quoi le fait d'éviter d'être victime d'une escroquerie porterait atteinte au respect d'autrui. Je vois pas. Bon, Gilbert, l'émission touche à sa fin. L'année bientôt aussi. Noël. L'année voilà. aussi. Donc, hein. ce sera la dernière émission. Eh oui, c'est la dernière émission avant 2021. On en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tous et à toutes et une bonne année avec toute l'équipe. Bon sapin, belle crèche si vous avez voulu en faire une. On a le droit aussi de pas en faire, hein, mais enfin on peut aussi avoir le droit d'en faire. Et puis il y a tellement de santons aujourd'hui dans notre vie politique qui pourraient à eux tous remplir une crèche. Et puis bonne année 2021 avec tout ce qu'elle va nous apporter de contraintes, en sachant que ce qui permet de triompher, c'est l'optimisme.